Alors, l'égalité devant l'impôt, devant la loi fiscale, sont aujourd'hui, de notre point de vue, remis en cause. Que ce soit les grandes entreprises multinationales comme Google, Amazon ou Apple, qui évitent de payer leur impôt en France en utilisant des louvoiements juridiques et comptables, ou des grands contribuables qui utilisent des armées d'avocats fiscalistes pour faire sortir de leur patrimoine visible par le fisc des pans entiers de leur richesse effective. Il ne s'agit pas seulement de valises de billets, mais presque de territoires entiers aujourd'hui qui échappent à l'impôt. Comment peut-on raisonnablement soutenir qu'il y a égalité devant la loi, quand monsieur et madame tout le monde constatent dans la presse et la télévision que les ultra-riches tordent le droit pour faire passer des lingots d'or ou des platines pour des œuvres d'art contemporains? Ce rapport d'information permettra de faire un point sur une hypothèse de travail pour les finances publiques. Si tout le monde payait effectivement les impôts qu'il devait payer sans tordre le droit, de combien est-ce que les finances publiques seraient augmentées? Et surtout, autre effet attendu d'une véritable égalité entre citoyens et citoyennes, l'impôt redeviendrait légitime et les comportements contraires à la vertu républicaine disparaîtront. C'est le sens de notre amendement et nous espérons que vous voterez en conséquence pour cet amendement. Merci. 7 milliards d'euros de biens immobiliers ont été vendus depuis 2005. Cela fait potentiellement plusieurs millions de mètres carrés qui ont ainsi changé de main depuis environ 10 ans, depuis que l'État a décidé de mettre en œuvre une nouvelle politique de gestion de son patrimoine immobilier. Vous avez, je pense, comme nous, en tête les différents scandales sur les conditions obscures, voire litigieuses, dans lesquelles ces ventes, notamment hippiques, ont pu mener à la cession de biens immobiliers de l'État à vil prix ou de manière manifestement incompatible avec l'intérêt général. L'État doit être fort et intraitable sur ces questions. Nous devons faire un bilan de ces plus de 10 années de ventes accélérées pour combler le déficit public. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un groupe de travail généraliste composé d'associations dont l'impartialité n'est plus à démontrer, Anticor ou Sherpa, alors que les services d'inspection de l'État, comme l'inspection générale des finances, étant donné leur lien de subordination hiérarchique au gouvernement, ne seraient pas suffisamment, à notre sens, libres pour aller au fond des choses. Si vous adoptez cet amendement, nous pourrons enfin avoir une étude claire sur les travers constatés, notamment dans la presse, sur ces ventes express de nombreux biens immobiliers de l'État, dans des conditions qui pourraient être douteuses. Par là même, nous l'avons aussi de beaucoup de soupçons d'autres ventes qui semblaient peu conformes. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Pour répondre à l'interpellation de notre collègue, déjà peut-être rappeler les faits. Si nous nous intéressons à ce sujet, nous avons proposé un certain nombre d'amendements et je pense que sur ces bancs, peut-être que la majorité pourra le reconnaître, que nous avons suivi, nous, les débats jusqu'au bout de la nuit très très tard, pendant toutes ces semaines, montrer à quel point nous intéressons à ce sujet. Il y a eu plusieurs interventions sur la dette, par exemple, vous n'étiez peut-être pas présent, mais le président Mélenchon a fait un exposé très clair sur comment nous concevions la question de la dette, non pas comme un problème mais un investissement. Nous avons élaboré un budget, un contre-budget global où justement nous disons exactement où nous pensons qu'il faut prendre l'argent, le redistribuer et comment, et notamment sur les petites et moyennes entreprises. Et si vous êtes encore là tout à l'heure, vous verrez que nous avons un amendement qui propose justement un fonds de redistribution. Nous n'avons pas la même logique que vous, mais nous sommes très clairement déterminés à continuer à proposer et à argumenter et à débattre sur ce que nous pensons être le meilleur pour l'intérêt général de ce pays, pour les entreprises et pour la transition écologique. Merci. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc, c'est un amendement de suppression, mais qui s'inscrit à l'opposé de l'argumentaire de notre collègue des Républicains. En effet, le CICE constitue un cadeau fiscal sans réel critère d'attribution ni contrepartie en termes d'engagement de création d'emplois, et ce pour un coût vertigineux pour l'État. Nos collègues des communistes l'ont expliqué tout à l'heure, mais c'est également le rapport de France Stratégie, publié le 4 octobre dernier, qui estime son coût à 16,5 milliards pour la seule année 2017 et rappelle que le CICE n'a presque pas eu d'impact sur l'emploi. Il aurait ainsi permis de créer ou sauvegarder entre 10 000 et 200 000 emplois. La fourchette, vous le conviendrez, est quelque peu large sur la période 2013-2015, soit un coût par emploi extrêmement déraisonnable. Il aurait permis surtout l'augmentation des salaires des cadres, ce qui montre que ce crédit est loin d'être utilisé uniquement pour créer de nouveaux emplois. En outre, ce sont les grandes entreprises qui profitent le plus de ce dispositif, alors même que ce sont elles qui ont le moins besoin. Et on le voit, on revient au débat de tout à l'heure sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, que là encore, il s'agit d'une mesure inégalitaire, y compris au niveau de l'ensemble des sociétés.
votre volonté de pérenniser ce CICE en baisse de cotisation patronale ne fait qu'empirer le mal, puisque c'est évalué comme conséquence à peu près l'équivalent de ce que coûte aujourd'hui le CICE par l'OFCE, environ 16 milliards. Et puis surtout, rappelons que ces baisses de cotisation patronale financent des choses essentielles comme l'indemnisation des jours d'arrêt de travail en cas d'accident, les soins liés, les maladies professionnelles, la formation et l'apprentissage que vous avez pourtant encensé et dont vous prétendez vouloir développer en termes d'investissement. Donc on voit là encore qu'il y a une contradiction fondamentale dans les mesures que vous proposez. Nous proposons au contraire, justement en faveur des entreprises, un fonds interentreprises qui permettrait de mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises et les groupes. Et nous nous opposons donc au maintien actuel du CICE et à la baisse des cotisations. La parole est à... Et effectivement, je ne peux que saluer le fait que la raison ait enfin avancé dans l'hémicycle. Je me joins donc à mes collègues pour aller dans le sens de ce qui a été dit et peut-être en profiter pour rappeler que c'est la deuxième incident de cette sorte qui arrive. Je pense que comme beaucoup de députés, c'est ma première expérience parlementaire et je pense qu'il faut aussi se rendre compte que c'est quelque chose d'assez symboliquement choquant et assez déstabilisant sur les conditions du débat, indépendamment y compris sur le fond du désaccord, mais sur la forme, nous sommes plusieurs à avoir régulièrement insisté sur les conditions dans lesquelles nous travaillons et j'espère que cet incident aura au moins pour mérite que l'on fasse plus attention à la méthode, aux procédures, parce que c'est aussi ça qui détermine la qualité de nos débats. Merci. Monsieur Président, juste deux remarques. Une première sur la forme, puisque Monsieur le ministre Le Maire nous a indiqué qu'il ne croyait pas dans les conclusions du rapport de France Stratégie sur le fait que le CICE n'avait pas permis de créer des emplois, ce qui montre en fait qu'il remet en cause l'évaluation d'un rapport d'un organisme qui dépend pourtant des services du Premier ministre et qui, si mes sources sont bonnes, était dirigé à l'époque de ces évaluations par Jean Pisani-Ferry, qui a justement quitté France Stratégie pour rejoindre l'équipe de M. Macron à cette époque. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment un insoumis. Faut-il croire donc que ce n'est pas tant l'existence de rapports quand nous en demandons qui pose problème, parce que là il y en a un, c'est peut-être les personnes qui les demandent, et puis surtout les conclusions qui sont faites de ces rapports, et quand elles ne vous conviennent pas, vous pouvez les balayer d'un revers de main. Donc je pense que c'est quand même assez révélateur. Et puis sur le fond, je pense que les arguments ne manquent pas pour montrer que le CICE est une mauvaise mesure. Vous continuez pourtant à la maintenir et même à la pérenniser, et vous ne pourrez pas ensuite réfuter les caractérisations d'un budget pour les riches d'entreprises, pour les riches contribuables, que vous avez fait voter et que vous continuez à poursuivre quand nous les ferons, puisque là, vous faites un choix cohérent, pour le coup, il me semble, avec l'ensemble des mesures que vous avez fait et que vous semblez assumer là à demi-mot. Merci, Madame. Président, Monsieur le Ministre, je trouve dommage que vous vous sentiez obligé de ressortir à la caricature sur nos propositions et sur ce que nous défendons pour pouvoir évacuer le débat et notre argumentation, puisque sur le fond, effectivement, nous avons une vision politique globale, générale, philosophique, une cohérence de nos amendements, parce que nous pensons que l'économie, la finance doit servir l'intérêt général, doit être au service aujourd'hui de la transition écologique plutôt que les marchés financiers, la règle d'or, etc. Ça, c'est une cohérence, nous n'avons pas la vôtre, mais au moins nous la respectons. Mais assumez au moins celle que vous avez. Deuxième point, nous aussi, nous connaissons des chefs d'entreprise, de PME, de TPE, et nous discutons avec eux. Certains sont même insoumis et insoumises, donc non, vous n'avez pas le monopole de la connaissance du terrain. Et nous faisons y compris des propositions en ce sens pour aider ces entreprises-là. Nous en avons fait une dans un amendement que vous avez rejeté sur, par exemple, la création d'un front inter-entreprise qui permettrait justement d'aider ces entreprises. Mais plus fondamentalement, sur le CICE, vous ressortez la caricature, puisque vous ne répondez toujours pas, non pas à la France Insoumise, mais au rapport de France Stratégie qui dit, noir sur blanc, en tenant compte de tous les paramètres, y compris ceux relevés par notre collègue, qui reconnaissait d'ailleurs que
à l'initiale, l'objectif du CICE, c'était 1 million d'emplois. Ce n'était pas pour les marges des entreprises, c'est ça qui a été vendu et c'est pour ça que les gouvernements l'ont acheté. Et au final, la conclusion, en tenant compte, y compris des données que vous avez faites, celle de France Stratégie, mais également celle du comité d'évaluation, donc c'est un rapport précédent, c'était que le CICE ne répondait pas à l'objectif, avait permis de maintenir un certain nombre d'emplois, d'en créer quelques-uns, mais pas du tout par rapport à l'objectif qui était donné. Et ça, c'est pas la réalité de la France insoumise, c'est celle d'experts, y compris d'experts qui n'ont rien de gauchiste. Et donc, c'est cette réalité que nous vous opposons et des amendements de proposition que nous vous opposons. Monsieur Woerth, la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, puisque Monsieur le Ministre a indiqué tout à l'heure à nos collègues de droite qu'il était ouvert à la révision d'un certain nombre de crédits d'impôt, nous avons une proposition à travers cet amendement qui se propose donc de supprimer le crédit d'impôt de recherche qui est présenté comme un dispositif dit d'attractivité fiscale et vanté comme tel à l'extérieur de nos frontières. Nous considérons que plafonné au niveau d'une filiale mais pas au niveau du groupe, il est souvent utilisé par des montages d'évasion fiscale. Les groupes l'optimisent puis cèdent leur brevet à une de leurs filiales établie dans un paradis fiscal, tiens, encore eux, et déduisent des redevances de leurs bénéfices imposables en France. Inefficace et utilisé de manière abusive selon la Cour des comptes en 2013, c'est un peu la double peine pour les finances publiques. Il n'y a pas nous d'ailleurs qui considérons que ce crédit d'impôt de recherche est quelque peu problématique. C'est par exemple la rapporteuse d'un rapport du Sénat datant de 2005 qui parlait à ce sujet d'une forme d'omerta, tellement il y a une opacité sur ce CIR. Elle disait qu'il est perçu de plus en plus comme un simple outil d'optimisation fiscale et de réduction de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes du CAC 40 qui en volume en sont les premiers bénéficiaires. Il y a des entreprises du CAC 40 qui n'acquittent pas un centime d'euro d'impôt sur les sociétés mais qui touchent le CIR, voire qui grâce au CIR ne paient pas d'impôt. Les exemples des banques, encore une fois, mais il faut bien commencer par quelque part, des enseignes de la grande distribution dont la contribution à la recherche est quelque peu sujette à question, bénéficient d'impôts importants. Les critiques viennent aussi des acteurs et actrices de la recherche publique qui voient un mécanisme non seulement d'évasion, d'optimisation fiscale agressive, comme vous le disiez, mais aussi un mécanisme qui pèse sur la recherche publique à travers un certain nombre de déductions. Donc, par ailleurs, nous avons aussi des propositions pour rediriger les sommes, on parle de près de 5 milliards qui seraient récupérées dans la recherche publique. Et donc je ne doute pas que vous serez convaincus de cet argument, vous qui voulez effectivement lutter contre...